La profession d'avocat, comme beaucoup d'autres, est touchée par la révolution numérique. L'émergence des legal startups aux États-Unis, puis partout dans le monde, remet en cause cette prédominance. Intégration des jeunes diplômés, nouveaux modèles d'exercice, place de la déontologie. Au-delà de l'impact des nouvelles technologies, les questions sont nombreuses pour l'avocat du XXIe siècle et les réponses jamais évidentes. Les avocats sont-ils trop nombreux en France? Le statut de collaborateur a-t-il encore un avenir? Comment l'avocat fera-t-il face à de nouvelles formes de concurrence? Pour répondre à toutes ces questions, nous avons réuni 3 acteurs témoins de cette transformation de la profession d'avocat. Camille Ahéry, j'anime le département contentieux arbitrage pénal des affaires du cabinet Auguste et de Bouzy. Sébastien Bonneau, j'ai fondé il y a 4 ans un cabinet. Éric Lequelenec, vice-président de l'Union des jeunes avocats de Paris. Bonsoir à toutes et à tous. Je m'appelle Camille Ahéry, moi j'ai 45 ans, je suis avocat depuis presque 20 ans et j'anime le département contentieux arbitrage pénal des affaires du cabinet Auguste et de Bouzy, qui est un cabinet français qui s'est créé il y a 20 ans d'ailleurs. Moi je l'ai rejoint il y a 17 ans. Et donc le groupe que je dirige est un groupe de 25 avocats et le cabinet est un cabinet structuré de 130 confrères. Donc je suis très heureux, moi, et honoré d'être parmi vous ce soir. Je trouve qu'il faut multiplier les opportunités d'échanger et de parler de la profession parce qu'il y a encore énormément de mystères et de mythes autour de l'activité de l'avocat. Et si je fais juste un parallèle très bref avant de passer la parole à mes camarades qui sont ici présents, une des raisons pour lesquelles je suis content d'être là, et ça répond peut-être un tout petit peu aux objectifs de la soirée, c'est que moi, à titre personnel, j'ai beaucoup souffert parce que je ne connaissais personne dans la profession. J'étais très seul. Moi, j'ai pas mal souffert quand même d'un manque de communication et un manque de visibilité sur la réalité de l'exercice, sur les compétences, au-delà des compétences strictement académiques, qu'il fallait acquérir le plus rapidement possible dans le cadre de l'exercice de notre profession pour pouvoir profiter pleinement des opportunités de cette profession. Voilà, c'est une profession dans laquelle il peut y avoir, en termes de connaissances très opérationnelles, des inégalités très très fortes, et j'espère que nous allons pouvoir dissiper un certain nombre de ces mystères ce soir en discutant, et je pense qu'il faut multiplier encore une fois les occasions de parler de la profession pour que vous sachiez exactement en quoi elle consiste. Voilà. Merci. Éric Lequelenec, donc moi je suis avocat depuis maintenant plus de 12 ans. Je suis effectivement vice-président de l'Union des jeunes avocats de Paris et j'exerce un métier avec passion dans le domaine du droit de l'informatique et j'ai la chance de travailler avec Alain Bensoussan et je dirige le département informatique conseil. Alors c'est vrai que notre profession a une grande particularité, c'est qu'on l'exerce le plus souvent seul ou en relation avec un avocat senior et que bien souvent on se trouve très isolé et ce d'autant plus que le jeune avocat est submergé de travail et qu'il fait des horaires avec une amplitude très large. Donc à partir de là, c'est vrai que avoir ce temps de réflexion sur ce que sera l'avenir de la profession, c'est pas évident pour lui, ça l'est d'autant moins qu'il est un peu en mode survie. Et je ne peux que me féliciter de la réunion de ce soir qui ouvre un débat que sans doute pas sera passionnant. Et en tous les cas, nous à l'UJA, on réfléchit à l'avenir de la profession d'avocat depuis 1922. Ça fait déjà quelques temps, donc. Et moi personnellement, ça fait notamment 5 ans que je m'intéresse tout particulièrement à ces questions-là, puisque j'avais notamment présidé les travaux sur un livre blanc du e-cabinet au niveau de la Fédération nationale de l'Union des jeunes avocats, qui avait donné lieu à de nombreuses propositions, dont pas mal sont d'ailleurs entrées en vigueur depuis, particulièrement sur les règles de la publicité et la prospection des avocats. C'est bon? Ouais. Bonsoir, Sébastien Bonneau, j'ai 40 ans, ça fait une quinzaine d'années que je suis avocat à Paris, un petit peu à l'international. La raison pour laquelle je suis là aujourd'hui, c'est que j'ai fondé il y a 4 ans, après donc avoir exercé dans des cabinets de premier plan, un cabinet. Et la raison d'être de la création de ce cabinet est que jusqu'à présent, l'avocat n'était pas totalement en phase avec la réalité de son marché. C'est-à-dire que l'avocat n'était pas formé à affronter la vente. Et le cabinet que j'ai créé est un cabinet qui vise à permettre aux avocats de s'épanouir d'un point de vue business, c'est-à-dire d'arriver à non seulement faire le métier qu'ils aiment, mais aussi à apprendre à vendre à leurs clients.
Et il était donc très important pour moi d'être là aujourd'hui pour vous donner cette dimension business, parce qu'on a très bien vu que l'arrivée, on parle de ubérisation, d'arrivée des legal tech. En réalité, c'est un phénomène très simple, c'est que l'avocat entre en concurrence avec ce qu'on appelle des offres alternatives, des offres qui permettent d'avoir des solutions autres que celles de l'avocat. Et la conséquence en est que l'avocat doit forcément se mettre à la page et devenir un service business qui séduit les clients. Sinon, il est voué à sa fin. Très bien, merci beaucoup. On va commencer tout de suite sur la première partie qui est l'entrée dans la profession d'avocat. J'aimerais vous poser une question qui est peut-être un peu taboue. Ma question, c'est de savoir, est-ce qu'aujourd'hui, les jeunes avocats, quand ils rentrent dans la profession, sont prêts à exercer? Est-ce qu'ils sont correctement préparés par tout le parcours universitaire et l'école du barreau pour finir ce parcours? Vas-y. Alors, la réponse est malheureusement non. Il faut savoir que, d'ailleurs, il y a des élections actuellement au niveau du barreau de Paris pour trouver un nouveau bâtonnier et élire de nouveaux membres du Conseil de l'Ordre. Et la question de la formation de l'avocat était au centre des débats. Nous, la position au niveau de l'UJA est très claire, c'est-à-dire qu'on veut une formation de qualité qui soit gérée directement par la profession. Et on se rend compte que le modèle a besoin d'être revu. La dernière réforme est de 2004, elle n'est pas satisfaisante et on a encore besoin de trouver un bon équilibre entre complément théorique sur la formation du jeune avocat après la faculté de droit et surtout mise en pratique professionnelle. Et j'ai envie de dire, profession d'avocat, on a fêté le bicentenaire du barreau il n'y a pas si longtemps que ça, eh bien, on n'a toujours pas trouvé la bonne formule pour justement trouver cet équilibre entre formation théorique, formation pratique. Et c'est sûr que certes, il faut combiner cours, il faut combiner stage. Est-ce qu'il y a vraiment besoin d'un projet personnel individualisé qui donne une ouverture sur d'autres professions en cours de formation? La question est très clairement posée et pour beaucoup, y compris au niveau du Conseil national du barreau, il semblerait qu'on abandonne cette voie. Donc, certes, les choses ne sont pas parfaites, mais de toute façon, c'est justement aussi à l'avocat de se prendre en main et voir aussi à un moment donné ce qu'il souhaite faire, dans quel domaine de spécialité il veut s'engager et adapter en fonction à la fois des stages qu'il pourra envisager d'effectuer, mais aussi les cours qu'il sera à même de suivre à l'école d'avocat. Je voudrais rajouter quelque chose. Quand vous serez avocat exerçant, au début, vous allez, lors de vos premiers pas en tant qu'avocat, vous rendre compte que vous ne savez rien. J'ai un souvenir assez présent de la première fois que j'ai dû faire un courrier, parce qu'avant on faisait des courriers quand je commençais, on fait des mails, mais le premier courrier c'est une tannée, parce qu'il faut savoir comment s'adresser, comment commencer ses paragraphes, comment balancer ses paragraphes. Ça, c'est des choses qu'on pourrait apprendre à l'avance. Il y a ensuite comment apprendre à s'adresser à un client, quelque chose qu'on pourrait apprendre à l'avance. Mais hormis cela, il y a un certain nombre de choses qu'on ne peut pas apprendre sans être confronté aux situations auxquelles on a à faire face quand on travaille. Donc effectivement, c'est un sujet assez complexe qui, en plus, il faut rajouter une dimension qui est qu'il y a beaucoup de modalités d'exercice et il y a beaucoup de domaines du droit dans lesquels vous pouvez travailler. Sans être du tout caricatural, quelqu'un qui fait du contentieux en droit de la famille ne va pas du tout être formé de la même façon que quelqu'un qui fait du M&A dans un gros cabinet d'avocats. Donc si vous voulez, je pense que ça ajoute à la difficulté. Et la dernière tranche de difficulté, c'est quand même on est une profession réglementée. Je pense qu'on y reviendra sur la mission même qui est au cœur de l'existence de l'avocat en tant que profession réglementée. On a quand même une mission de service public. Donc il me semble en tout cas, ce qui justifie quoi d'ailleurs on n'est pas dans les règles commerciales classiques, et bien cette mission de service public devrait en théorie, comme c'est le cas pour le notaire, standardiser dans une certaine mesure la qualité de la prestation qui est fournie. Voilà un peu tous les domaines de questions qui sont compris par le sujet, et évidemment la solution n'est pas bien aisée. Alors, moi je voudrais, si tant est que ce soir nous ayons des divergences entre nous, je suis certain que c'est certainement pas sur la formation qu'on va en avoir, parce que je pense qu'il y a un consensus sur le fait que la formation est déséquilibrée. Je m'explique, si on décompile la formation des confrères, des futurs confrères, il y a 3 phases. Il y a l'université, il y a l'examen et il y a l'EFB, ou les centres de formation.
le problème de l'université, selon moi, n'est pas la qualité de son parcours académique. Nous avons d'excellents professeurs dans les universités. On a vraiment un des systèmes de sélection des professeurs de droit les plus performants au monde. C'est vraiment des élus. Le problème, c'est peut-être la mise en perspective entre ce que vous êtes en train d'apprendre et la manière dont vous allez l'exploiter très très rapidement, puisque après, le cycle est très court. Hein. En 1 an et demi, 2 ans, vous êtes immédiatement censé être opérationnel pour exercer un métier. Et donc, de ce point de vue-là, il y a, je pense, une insuffisance importante, dramatique, de dialogue entre le monde professionnel, quelle que soit la profession dont on parle, là on parle des avocats, et le monde universitaire sur la qualité, les qualités qui sont recherchées, sur les enseignements, sur aussi Et puis, il faut aussi qu'on vous rassure, je pense, sur une certaine forme d'agilité que cette profession vous offre. C'est-à-dire que moi, j'ai parfois des questions, et je suis très sensible à ces questionnements d'étudiants qui viennent me voir, qui sont en M2, ou qui sont à l'entrée de l'EFB, qui me disent « j'ai fait fiscalité internationale au 2e semestre en L3, est-ce que je vais pouvoir faire du droit pénal plus tard ?» C'est-à-dire que comme si, en fait, il y avait quelque chose qui sclérosait complètement vos opportunités et votre capacité de déploiement plus tard dans la profession à cause des choix que vous avez faits à l'université. Il faut quand même savoir que la plupart d'entre nous ne faisons pas aujourd'hui comme avocats ce pourquoi nous avons été formés. Il faut quand même qu'on se détende un tout petit peu. L'opportunité professionnelle, les rencontres professionnelles font en sorte que parfois votre trajectoire dérive. Ça, c'est sur la formation. Après, il y a un examen que pendant longtemps on a abandonné. On ne l'a pas abandonné entre de mauvaises mains, on l'a abandonné entre les mains des universitaires. Mais il faut qu'on se le réapproprie. Et ça, c'est un débat relativement nouveau dans notre profession. Ça fait que quelques années qu'on est en train de se dire il faut peut-être qu'on donne un peu plus de lisibilité à notre examen. Et puis le troisième point, c'est l'EFB. L'EFB à qui on demande trop. 18 mois de formation, avec beaucoup de formation, avec un problème de notation et de qualité des enseignants. Et pourquoi on lui demande trop à l'EFB ? C'est parce qu'en fait, on oublie qu'il y a, justement dans notre cheminement professionnel, quelque chose qui s'appelle la formation continue. Et on devrait peut-être réfléchir à un rééquilibrage entre les informations essentielles qu'on doit vous fournir pour faire de vous des avocats. On n'a peut-être même pas besoin de 18 mois. Et puis, tout le matériau auquel vous pouvez avoir accès, tous les soft skills, toute la formation additionnelle, que qu'elle soit académique ou qu'elle soit plus liée à du développement personnel que vous pouvez acquérir au fur et à mesure de votre maturité professionnelle grâce à la formation continue. Et je pense qu'un des enjeux peut-être de l'avenir, c'est de rééquilibrer un peu mieux, un peu plus intelligemment, la formation initiale avec la formation continue. Alors pour illustrer ce que tu viens de dire, une autre anecdote, j'étais donc en pré-stage, c'est donc le stage, vous savez tout ce que c'est le stage quand vous êtes en école d'avocat, et j'étais en même temps en, j'allais dire 3e cycle, en Master 2, en ancien franc. De droit européen des affaires, et mon maître de stage me pose une question hyper pointue. On était sur un des premiers dossiers Microsoft avec le Canada, d'abus de position dominante, et il me pose une question hyper technique, et je pensais connaître la réponse, mais je ne l'ai pas forcément donnée. Et il me dit d'un ton très énervé mais qu'est-ce que vous apprenez, Sébastien, en Master 2 ? Et j'ai trouvé ça d'une violence incroyable, parce que j'étais élève avocat, j'étais presque arrivé à une reconnaissance professionnelle. J'étais dans un cabinet intéressant, j'avais un dossier intéressant, je donnais beaucoup de temps, beaucoup d'énergie et beaucoup de passion dans ce que je faisais. Et pourtant, je n'étais pas reconnu comme tel. Donc en fait, c'est un très bon exemple de la difficulté de l'exercice, qui est de dire, il y a un moment où il faut vous confronter à la réalité du marché, mais vous ne serez jamais vraiment prêt. Alors, il y a des formations qui existent, je ne sais pas si vous en avez parlé, il y a des formations juridiques qui existent maintenant, qui sont tournées vers le plus pratique, pour commencer à vous apprendre à changer de mode de pensée, à changer de mode de langage. Et en fait, effectivement, tu as parlé du stage. Je crois qu'il ne faut pas oublier dans la formation continue, il ne faut pas oublier qu'historiquement, l'avocat, c'est un métier où il y a de l'apprentissage, c'est un métier artisanal. Donc on est dans un monde où tout va vite, où on a envie d'avoir une solution immédiate, mais je peux vous assurer qu'avant 5-6 ans, un avocat, il ne sait pas travailler. En tout cas, il n'est pas autonome pour pouvoir vraiment gérer tout seul, ce qu'il a la responsabilité qui pèse sur ses épaules. Il faut connaître la règle, il faut bien analyser la situation, il faut pondérer les risques, il faut comprendre la personne à qui vous rendez un conseil, et tout ça de façon hyper bienveillante ou hyper pointue et avec un grand sens pratique. Donc il en faut quand même un peu d'expérience. Et je crois qu'il est là le problème, c'est que moi je pense un peu différemment. Je pense qu'il faudrait au contraire remonter très tôt dans la formation. Ça ressemble un peu au débat qu'on a sur les écoles publiques, dire est-ce qu'il faut ou pas faire de l'apprentissage très tôt. Je crois que
toucher les problèmes, ça donne envie parfois et ça crée des vocations. Et quand on a envie, on est capable de comprendre très tôt les problématiques. Donc pour moi, cette période d'avocat stagiaire, donc on est censé être avocat mais on ne sait pas encore, pour moi je la ferai remonter beaucoup plus haut, parce qu'en réalité cette période elle pose problème à un entrepreneur qui est un avocat, qui a son cabinet. C'est qu'il embauche quelqu'un, après on parlera peut-être du statut salarié ou libéral, mais il embauche quelqu'un pour pouvoir faire quelque chose avec, sauf qu'en réalité il ne peut pas, parce qu'il ne peut pas le présenter au client, il ne peut pas lui demander des trucs sans que ce soit revu, et en réalité il prend du temps à le former. Alors c'est génial de le former, dans un monde où tout va vite, où les concurrents des cabinets d'avocats sont des machines parfois, ça pose un petit problème. Donc peut-être que la solution, c'est la formation et la faire remonter très très haut, le plus haut possible, en parallèle de l'apprentissage. De l'apprentissage technique, j'entends, et pas que pratique. Très bien. Est-ce que, notamment Camille, est-ce que toutes ces questions sur la réforme de l'accès à la profession d'avocat sont aujourd'hui discutées? Est-ce qu'on peut imaginer que dans quelques mois, quelques années, une vraie réforme de toute cette formation à la profession soit mise en place? Alors, elles sont discutées de manière permanente. C'est bien ça le problème, c'est qu'on ne fait que en discuter. On a mis beaucoup de temps, tu le rappelais, à pondre un arrêté sur le contenu de la formation, et puis on vient de s'apercevoir, vous êtes au courant qu'il y a une réforme sur l'examen national d'entrée dans la profession. C'est quand même une réforme qui a été plutôt imposée par le politique. On joue un peu la mouche du coche en disant qu'on y a participé. Évidemment, on y a participé, évidemment, on a été consulté. Mais il y a eu une impulsion politique extrêmement forte sur cette réforme. C'est à la fois bien parce qu'elle épouse un certain nombre de préoccupations et de recommandations qui avaient été faites par la profession, mais c'est quand même dangereux sur le plan de la méthodologie parce que ça veut dire que nous ne sommes pas capables, avec agilité, de mener nous-mêmes un certain nombre de réformes jusqu'à leur terme. Donc on a plusieurs sujets, effectivement. Le premier, c'est une forme d'harmonisation de l'examen, de manière à ce qu'il y ait une plus grande égalité partout en France, une meilleure uniformité de la qualité du certificat d'accès à des centres de formation. Donc ça, c'est quelque chose qui va valoriser la filière. Et ça, c'est important aussi. Après, il y a évidemment un sujet, et on va en parler, je suppose, j'anticipe peut-être un autre point, qui est celui, évidemment, de l'extraordinaire popularité de cette filière. Il y a 200 000 étudiants en fac de droit, ce qui est une filière extraordinairement populaire pour une matière qui n'est pas enseignée au lycée. C'est quand même assez fascinant, c'est stupéfiant. Il y a pas mal d'écrémage, parce qu'il y a parfois une méconnaissance du droit, il y a une méconnaissance des modes de fonctionnement de l'université, donc il y a des gens qui partent. Mais à l'arrivée, se pose aujourd'hui la question de la sélection. Donc se pose la question, le vieux serpent de mer du numerus clausus. Moi, je suis à titre personnel totalement opposé à ça, parce que je pense que c'est une profession qui doit rester très ouverte. En revanche, et moi j'avais fait un rapport quand j'étais au Conseil de l'Ordre, qui à l'époque avait soulevé les cris d'orfraie de gens qui disaient « Mais mon Dieu, c'est scandaleux de parler de sélection, d'exigence à l'examen. » Aujourd'hui, c'est devenu le consensus du marché. Il faut que notre examen soit plus sélectif, parce que la profession est devenue très difficile, extraordinairement difficile, et qu'on ne peut pas nourrir un espoir de personnes qui sont mal formées, qui sont mal sélectionnées, et qui vont arriver dans un marché où ils ne pourront pas trouver un espace d'expression, et dont ils sortiront amers, après 6-7 années d'études. Donc nous avons aussi une responsabilité vis-à-vis des personnes que nous attirons dans cette profession, que nous invitons à nous rejoindre. Et notre responsabilité, c'est effectivement d'être exigeant dans la sélection, mais c'est aussi, parce qu'il faut qu'on soit loyaux, d'être extraordinairement pédagogue sur ce qu'est la réalité de la profession. Ce n'est pas une profession facile, mais ça on y reviendra peut-être un peu plus tard. Mais sur le sujet de la formation, c'est évidemment le sujet central. Qui et comment nous recrutons nos futurs confrères? Alors, effectivement, il faut avoir ce chiffre en tête. 37% des élèves avocats qui sortent de l'école ne vont pas trouver de collaboration, autrement dit de contrat, pour travailler dans un cabinet. Et je pense que ça illustre parfaitement le fait que cette sélection, à la sortie, finalement, c'est le marché qui l'a fait. Et comme Camille l'a très justement rappelé, c'est vrai que vous risquez à ce moment-là de vous retrouver finalement en concurrence avec d'autres juristes qui n'ont pas le diplôme, en tous les cas le certificat d'aptitude à la profession d'avocat, sans avoir réellement d'éléments différenciants, puisque sur le marché maintenant, avoir ou pas le CAPA pour travailler en entreprise, tant qu'on n'aura pas le statut d'avocat en entreprise, ça c'est une autre question, ça ne sera pas vraiment très utile. Donc c'est sûr qu'à partir de là, un avocat qui
qui sort de l'école, eh bien, comment il peut réussir? Tout simplement en ayant, à mon sens, très tôt eu l'envie de se spécialiser dans un domaine. Tu citais le droit de la concurrence, on peut citer aussi les nouvelles technologies. En tous les cas, en montrant une appétence pour un domaine du droit dans lequel, en effet, il y a des réels débouchés, et en se montrant agile. Bien entendu, autant que, en effet, la spécialisation technique au sens juridique du terme, c'est aussi le savoir-être et le savoir-faire qu'il faut savoir développer et travailler le plus tôt possible. Donc, multiplier aussi les expériences et les stages. J'ai une question toute simple. Est-ce que les avocats sont trop nombreux aujourd'hui en France? Alors, vous avez compris, moi ma position c'est pas qu'ils sont trop nombreux, même si c'est vrai qu'on ne peut pas envoyer tout le monde sur le marché. Donc il faut à la fois bien former, mais c'est pas parce qu'on est bien formé qu'on va réussir. Ce que je veux dire par là, c'est que si c'est peut-être que les cabinets ne sont pas assez nombreux ou assez bien organisés ou assez bien positionnés pour répondre aux besoins des clients. Parce que l'équation est très simple, s'il n'y a pas de clients, il n'y a pas de cabinet et il n'y a pas d'embauche pour les collaborateurs. Ou pas de quoi les payer. Donc je crois qu'on pourra revenir dessus, mais le sujet est plus vaste, c'est de dire, finalement, un avocat, c'était mon point du début, en tant que professionnel qui vend des services, il doit quand même se demander à quoi il sert, il doit quand même se demander à qui il vend quelque chose, est-ce qu'il apporte quelque chose, et est-ce que la personne à qui il va apporter quelque chose va trouver que ça a de la valeur au point de payer pour ça. Et je crois que c'est un changement monumental de culture chez l'avocat. Si vous voulez, historiquement, c'est un peu caricatural, mais c'est quand même vrai, l'avocat c'est un notable. Donc il a sa plaque en bas d'un immeuble, et il y a, comme analogie un peu poussée, mais si vous voulez, comme une pharmacie, et ben, on va chez l'avocat parce qu'on sait que l'avocat est là, un peu comme le médecin. Et ben ça c'est plus vrai, il y a certains grands cabinets qui n'ont à peine, ou même pas du tout, de plaque en bas, qui ont une présence sur Internet, qui fonctionnent différemment. Donc là, ça veut dire simplement qu'on est des prestataires de services modernes et que si on n'a pas de marché, on ne sait pas se positionner sur le marché, si on n'a pas un positionnement clair, on n'offre pas quelque chose de clair, alors il n'y aura pas de business et il n'y aura pas d'embauche. Donc voilà, je prends par le haut le problème et je crois que c'est le vrai sujet de nos jours. Anthony Le Guenec, est-ce que vous êtes en accord avec ce constat? Que finalement le problème n'est pas le nombre, mais l'offre? Oui, je pense que tout a été très très bien dit. Juste un point quand même, j'ai été surpris d'apprendre que l'âge moyen à l'entrée dans la profession, il est de 33 ans pour les hommes, 29 ans pour ces dames. Ce sont des chiffres là, nationaux, qui sont sur le site nationaux, oui. Effectivement, Conseil national des barreaux. Et très précisément, ça prouve que justement, et heureusement, tant mieux, l'idée d'avoir une formation avec double master, avec d'autres expériences, que ce soit en entreprise ou peut-être en juridiction, avant d'embrasser la profession d'avocat, c'est aussi plutôt bon signe. Ça prouve que, en tous les cas, dans la profession, il y a une ouverture et il y a la volonté aussi, avant de s'inscrire dans un barreau, de peut-être poursuivre sa formation pour maximiser, on va dire, les chances de réussite professionnelle. En tous les cas, ce qui est certain, c'est que prendre la question par le biais de l'enthousiasme qui consisterait à mettre en place un numerus clausus, de toute façon, au regard du droit européen, ça n'est pas possible. C'est illégal. Grâce à la directive service, la fameuse directive Bolkestein de 2006, et on ne peut que s'en féliciter. Et en revanche, là où il faut se montrer, on va dire, un peu plus ouvert, c'est précisément dans l'état d'esprit entreprenant. On a eu d'ailleurs, nous, à l'UJA, un congrès qui s'appelait Jeunesse impertinente, avocat entreprenant. Et bien, je crois que c'est en tous les cas l'état d'esprit dans lequel il faut rentrer dans cette profession. Merci. Camille Henry, vous disiez tout à l'heure que vous étiez contre le numerus clausus, mais finalement pour une sélection. Est-ce que vous pouvez nous préciser un petit peu ce que vous aviez dit au niveau, enfin, au regard de cette sélection, comment elle pourrait s'installer et se mettre en place? Oui, volontiers. Alors, toutes les recommandations qu'on avait faites n'ont pas été évidemment reprises dans les différents rapports qui ont été élaborés par la suite. Je ne dis d'ailleurs pas qu'on avait raison, mais en tout cas, on a été les premiers à rassembler d'abord les chiffres. Parce que ce qui est fascinant dans notre profession, c'est que contrairement à d'autres, on ne fait quasiment aucune prospective. C'est-à-dire qu'on ne rassemble pas les chiffres avant de voir quelles sont les tendances, les situations. Et pour la première fois, on avait rassemblé les chiffres des différents IEJ, des taux de réussite, et on avait vu effectivement qu'il y avait une tendance nette à une augmentation de 15% nette de l'effectif du barreau de Paris. C'était une étude Paris que nous avions faite.
avec des disparités importantes entre différents IEJ. Et donc on s'était dit, il faut que cet examen d'abord soit rendu plus simple. Pourquoi ? Et je le dis avec le plus grand respect pour toutes ces matières, qui sont des matières particulièrement nobles, dans lesquelles on peut faire construire sa réussite professionnelle. Mais à titre personnel, par exemple, j'estimais qu'il n'est pas normal que les finances publiques viennent compenser le grand oral. Pour moi, il y a un socle qui est absolument fondamental pour devenir avocat, la note de synthèse, une procédure, le droit des obligations, parce que ça c'est vraiment c'est l'ADN de notre droit, de notre outil de régulation, et puis ensuite un grand oral qui doit avoir une place absolument essentielle, parce qu'aujourd'hui, même quand vous faites de la fiscalité, même quand vous faites des matières qui ne sont pas exactement celles qui appartiennent au registre des libertés publiques, de la défense pénale, etc., la conventionnalité et la constitutionnalité sont l'abscisse et l'ordonnée de votre réflexion. C'est-à-dire que la stratégie judiciaire aujourd'hui se construit avec d'autres degrés de juridiction que ceux que nous avons connus, notamment les questions préjudicielles, évidemment les questions prioritaires de constitutionnalité, évidemment la saisine de la CEDH. Donc il faut maîtriser ces matières. Or, pour avoir été depuis plusieurs années dans des jurys d'examen d'IEJ, et ce que je vous dis est exact, hein, je ne suis pas en train de vous pipoter, on voyait des élèves reçus avec des 1 ou des 2 au grand oral. Pourquoi ? Parce que le système de compensation faisait en sorte que, avec l'anglais, qui est une matière fondamentale, avec un certain nombre de matières techniques, vous pouviez compenser des déficiences inacceptables sur des matières qui sont absolument fondamentales. Donc il fallait redonner à cette épreuve de la lisibilité. Vous avez le droit d'être heureux dans cette profession, dans n'importe quelle matière, mais celles qui vont déterminer la sélection doivent être limitées, elles doivent être lisibles. On doit savoir exactement de quelle qualité on dispose exactement lorsqu'on rentre dans la profession, sur le plan académique. Ça, c'était notre lecture. On voulait aussi limiter à 2 fois le nombre de passages, parce que d'ailleurs, dans la réalité, pour donner une plus grande solennité, une gravité, la première mesure, c'était l'harmonisation. On veut un examen national, on proposait un examen national avec une correction croisée, parce qu'il n'est pas question, pour l'instant, c'est le sens de la réforme, examen national, mais une correction locale. On veut que la correction témoigne également d'un égalitarisme face à l'épreuve. Parce qu'il faut que vous vous sentiez investi et reconnu partout sur le territoire. Sinon, ça va être du forum shopping. Et notre profession sera déséquilibrée parce que le niveau de formation perçu ou réel ne sera pas le même. Le niveau de sélection, perçu ou réel. On voulait limiter à 2 le passage. Bon, ça n'a pas été retenu, c'est pas grave. De toute façon, très peu de gens le présentent une 3e fois. Très très peu. C'est 1 ou 2 fois maximum, donc autant. Et on voulait aussi le ramener au mois de juillet, ramener l'épreuve au mois de juillet. Pourquoi ? Parce qu'il y avait une motricité, il y avait les examens, une motricité, une disponibilité des universités pour le faire. Et on a considéré que ça revalorisait aussi le travail des IEJ, parce que souvent l'IEJ se cantonne, malheureusement, à un rôle de réceptacle administratif des demandes d'inscription, sans véritablement pouvoir exprimer tout son talent. Les IEJ sont des lieux où on doit apprendre à préparer l'examen. Et au demeurant, j'estime à titre personnel, parce que l'égalité des chances est une préoccupation très importante pour moi, pour des raisons personnelles, j'estime que c'est créer d'ores et déjà une inégalité que d'emmener un étudiant vers, alors je ne sais plus exactement comment ça s'appelle maintenant, à la fin du M1, du M2, etc. Et puis ensuite l'obliger à s'endetter pour faire des prépas et faire du bachotage. Je préfère que ce soit l'université qui nous forme à l'examen d'entrée au CRFPA, je trouve ça plus égalitaire. Et donc on s'était dit que mettre ça en juillet, ça permettait, quand les informations et quand les connaissances sont encore fraîches, d'enchaîner directement avec l'examen. Donc c'était à peu près ça le ballpark. Mais l'idée, c'est une plus grande lisibilité et effectivement une sélection plus forte sur le plan symbolique, sur un certain nombre de matières déterminantes à nos yeux. Donc on est en train de progresser vers ce chemin et on sait depuis Einstein qu'on n'atteint jamais le résultat final tout de suite. Donc ça va prendre quelques années, mais on va y arriver. Je voulais rajouter... Allô ? Tiens, prends-le. Je voulais rajouter 2 petits points sur la formation, puisqu'on en parle. Le premier, c'est, je pense, qu'une des qualités principales de l'avocat, que ce soit à l'oral ou à l'écrit, c'est d'apprendre à convaincre. Quand j'étais à l'école d'avocat, on nous parlait du bouquin, je ne sais plus qui l'avait écrit, Convaincre. Mais en réalité, au quotidien, c'est ce qu'on fait. C'est Brodin. C'est le genre de livre. C'est ce qu'on fait au quotidien. On apprend à convaincre. Et je pense qu'il y a des techniques pour apprendre à convaincre. Et un bon avocat qui plaide, qui écrive ou qui argumente, il doit convaincre. C'est un de ses buts premiers. Parce que quand on convainc, on protège aussi. Et c'est une des fonctions premières de l'avocat. Donc ça, je pense que ce serait... Et pour moi, quand tu parlais du grand oral, le grand oral, c'est apprendre à jongler avec des sujets qu'on maîtrise à peine, mais
à l'aide de concepts qui sont fondamentaux. À titre d'exemple, j'avais eu, puisque je fais que des exemples aujourd'hui, j'étais tombé sur la procédure contradictoire à l'AMF. Évidemment, je ne la connaissais pas. Mais par contre, je connaissais bien mon cours sur les libertés publiques, j'ai pu raisonner et essayer de convaincre le jury que j'avais compris à quoi ça servait ces libertés publiques et en quoi j'étais en mesure de défendre mon client si je devais le représenter devant l'AMF. Ça, c'est pour l'anecdote. Premier point. Le deuxième point, c'est je ne suis pas certain, pour rejoindre ce que tu disais sur le côté national, enfin l'iniquité qu'il peut y avoir parfois entre les différents barreaux. Je crois que l'avocat moderne, et je le vis moi-même à titre personnel, peut travailler de façon mobile. Vous pouvez, avec un ordinateur, un téléphone, et à condition que votre client vous aime bien et a vraiment conscience que vous lui apportez quelque chose, le défendre, le conseiller à distance. Et ça ouvre un champ des possibles considérable. C'est que j'essaie de combiner les deux idées. Si on a un examen national qui s'assure que tous les avocats de France ont les fonctions clés, les fonctions clés, il y a des fonctions clés, et qu'ensuite cet avocat a la liberté de se déplacer où bon lui semble pour travailler avec qui il a envie de travailler ou avec qui il se sent de travailler, alors il y a un monde des possibles qui est génial, parce que il y a probablement plein de droits qui n'existent pas encore. Vous vous souvenez à quoi sert le droit? Ça sert à réguler des choses. Il y a un certain nombre de choses qui ne sont pas encore existantes et qui vont générer des règles. Et c'est là qu'il y a de la créativité, c'est là qu'il y a de l'innovation. C'est quand on n'encadre pas abusivement un certain nombre de pratiques. Je ne fais pas du tout de politique là, puisque vous avez compris que moi ici je représente autre chose autour de cette table. Mais pour finir sur cette idée, le panel est très bien fait. Pour finir sur cette idée, si vous considérez que vous n'êtes pas un avocat salarié, un juriste en fait, dans une structure très pyramidale, voilà, ce sera un sujet sur lequel tu pourras rebondir. Mais si vous considérez au contraire que vous êtes un avocat traditionnel, mais moderne, c'est bizarre la jonction des deux termes, mais un avocat traditionnel qui pour moi répond à ce qu'est un avocat historiquement, quelqu'un de libre, un libre penseur, d'autonome, qui va avoir une vocation dans sa façon de travailler, et qui en même temps va le faire de façon moderne, c'est-à-dire en répondant vraiment aux besoins de son client, et pas juste en essayant de se bosser de son statut de notable, et du coup facturer très cher. Et bien là, vous êtes un avocat moderne, là vous êtes un avocat qui a des clients, et là, vous prenez du plaisir à faire ce que vous faites, y compris à la plage, ça m'arrive parfois. Mais les deux idées, pardon, les deux idées sont pas antinomiques. Au contraire, je pense qu'on est complètement, enfin je pense, hein, c'est pas du tout absolument pour créer un consensus plein de tendresse entre nous. On a le droit pas être d'accord. Mais je pense que c'est précisément parce que l'avocat doit être avocat partout et qu'il peut être désormais avocat partout qu'il faut qu'il soit le même et qu'on ait le sentiment qu'on a un avocat formé où que nous nous trouvions. Après, effectivement, le RPVA complet, c'est-à-dire un athlète complet en fait. Ouais, c'est plus compliqué. Mais il faut être un athlète complet aujourd'hui. Je pense que c'est vrai. Vous aviez une question. Je voulais revenir en fait sur une question qui a été posée sur le nombre d'avocats en France. Et vous me dites si je me trompe, il me semble qu'il y en a 63 000 aujourd'hui à peu près, maximum. 62 073. Vous êtes un peu en avance sur votre temps. J'en ai mis en plus. J'en ai un peu plus, je vous le rajoute. Voilà, tout à fait. Et donc en gros, sur le site de l'Observatoire du barreau, si je me souviens bien, c'est 99 avocats pour 100 000 personnes. Le ratio. On a 198 000 médecins aujourd'hui en France. Et tout le monde sait ici qu'effectivement, c'est pas assez, c'est pas suffisant. Donc 198 000 médecins contre 62 000 et quelques avocats. Vous ne croyez pas qu'il y a quand même une problématique réelle au niveau de l'accès du droit par rapport à ce fossé? Juste un petit point, le médecin doit voir son client. Il doit ausculter. L'avocat a besoin d'un lien, intime. C'est vrai, l'avocat a un lien intime avec son client, mais il n'a pas besoin d'être à côté tout le temps. Souvent, le client veut voir l'avocat parce que ça importe. Il y a plein de choses qui sont bien dans nos règles déontologiques. Il y a la confidentialité, il y a beaucoup de choses très saines derrière. Une fois que vous avez établi cette confiance, vous n'avez pas besoin d'être à côté de votre client, ce qui n'est pas le cas du médecin. Non, mais en fait, pardon, comme je suis un peu idiot, mais en fait, vous voulez dire qu'il n'y a pas assez d'avocats? Oui. Oh, mais ici, personne ne dit qu'il faut s'arrêter. Hein. On va pas tuer les avocats, les jeunes avocats, comme des chatons. Enfin voilà, on va pas euthanasier des générations d'étudiants en disant non. En revanche, on veut des gens qui soient formés. Parce que malgré tout, hein, j'entends le caractère un peu spectaculaire des ratios
un avocat pour 100, etc., pour 100 000. Mais la comparaison entre la profession des médecins, qui est une profession dans laquelle l'État, que l'État contrôle énormément quand même, hein. Il y a des médecins hors convention, mais enfin l'essentiel des pratiques des médecins font partie de grilles, n'est pas la même que celle d'un avocat qui intervient dans une volumétrie, dans un rapport qui est très différent. Donc je ne suis pas certain qu'on puisse complètement les comparer. En revanche, si on veut revenir à l'épure de votre question, il y a de la place pour plus de professionnels du droit dans cette profession et dans notre pays, je pense, à condition aussi que nous permettions à cela de s'exprimer différemment, à travers différentes formes d'exercice, et que nous créions, de fait, plus de besoins de droit chez nos concitoyens, qu'ils soient des personnes physiques ou des personnes morales. Et c'est là qu'on va certainement parler, peut-être un peu plus tard ou quand tu voudras, de la question de l'ubérisation et des modes alternatifs d'exercice de notre profession. Pour terminer sur le nombre, on est à Paris, donc on va peut-être en parler. Beaucoup disent que le barreau parisien est bouché quand même, et que finalement il y a trop d'avocats à Paris et pas assez en province. Est-ce que c'est une réalité pour vous? Il y a quand même, il y en a qui galèrent. Ouais. Alors, c'est vrai que c'est une question très délicate, puisqu'effectivement, si on prend cette question sous l'angle, par exemple, commission d'office, mais c'est la guerre. À Paris, c'est la guerre. Les gens doivent s'inscrire. Le site est très vite saturé et il ne faut pas espérer en fait avoir ces dossiers en commission d'office pour vivre en tous les cas, payer ses cotisations ordinales. Je pense qu'effectivement, et pour avoir vécu aussi dans une autre vie en province, vous avez des barreaux où à la limite entre les commissions d'office et ce qu'on appelle généralement l'aide juridictionnelle, ça vous assure déjà un revenu pratiquement constant. Donc c'est vrai que si on prend la question sous cet angle-là, bien entendu, il vaudrait peut-être mieux envisager de pratiquer pour le coup le droit pénal, le droit de la famille, puisque c'est principalement les activités concernées en province. En revanche, si vous voulez faire du droit des affaires, il n'y a pas de meilleure place que évidemment le barreau de Paris, où pour justement avoir moi-même exercé en province, je suis très épanoui, j'ai des opportunités comme j'en ai jamais eu avant, et je vois pourquoi le jeune avocat n'en aurait pas plus dans mon domaine, en tous les cas, de prédilection. Très bien. Si on continue sur l'accès à la profession d'avocat, un autre sujet est assez sensible, c'est le statut de collaborateur. J'ai envie de vous demander quel est le problème avec le statut de collaborateur aujourd'hui. Et pour compléter cette question, quel est l'avenir de ce statut et voilà, quel est l'avenir de ce statut dans les prochaines années? Alors, effectivement, au niveau du en moins de 2 heures. En moins de 2 heures, on va faire court. Bien entendu que notre avis, il est qu'on puisse être le collaborateur de plein exercice le plus tôt possible. Surtout pas de réintroduction d'un stage ou de petits tableaux, puisqu'on avait des listes avant 2004, effectivement, qu'on appelait le petit tableau, ce qui faisait que certains patrons disaient bah non, on n'est pas avocat de plein exercice, et les clients comprenaient encore moins. Donc finalement, pendant 2 ans, vous étiez au placard, ce qui est juste inacceptable. Et à partir de là, comment justement petit à petit acquérir sa propre clientèle personnelle? Là est toute la question, et honnêtement, on doit aussi être objectif. C'est vrai que dans les 2 à 4 premières années, on verra, c'est très compliqué d'avoir cette clientèle personnelle, sauf commission d'office, lorsque vous avez la chance de vous inscrire quand le serveur est ouvert et fonctionne. Mais typiquement, à partir de là, l'idée, elle est plus dans le principe, j'ai envie de dire, que dans la réalité de l'exercice. Et ne serait-ce que, j'ai envie de dire, que d'avoir cette liberté de pouvoir travailler, parce que ça commence comme ça généralement, sur le dossier d'un copain ou du cousin, pour pouvoir faire ses premières armes, eh bien, je veux dire, ça n'a pas de prix. Et c'est cette liberté-là qu'on doit conserver pour le jeune collaborateur. Et lorsqu'il a la malchance d'être salarié, je dis ça avec beaucoup d'ironie, eh bien, pour autant, c'est pas non plus la fin du monde. Il y a d'autres avantages à ce statut sur lesquels on pourrait là aussi s'étendre assez longuement. Mais en tous les cas, notre approche à nous au niveau de l'UJA, elle est plutôt dans le sens qu'il faut garder le caractère libéral de notre belle profession et en tirer profit à juste titre. Alors, encore un exemple, un témoignage, je suis là pour ça ce soir en fait. J'ai fait les deux. Moi, j'ai commencé en tant que salarié dans un gros cabinet fiscal de Neuilly, que vous connaissez probablement. Et ensuite, j'ai exercé principalement à titre libéral, et le cabinet que j'ai créé, tout le monde est libéral.
Et tout le monde est libéral et incité à développer la clientèle, sa propre clientèle, mais aussi celle des autres, parce qu'on a tous des spécialités différentes les uns à côté des autres, c'est-à-dire que, pour reprendre une analogie rugby, on est obligé de se passer le ballon, on est obligé de jouer collectif. Donc là, il y a des situations dans lesquelles on a des cadres de travail qui sont hyper favorables au fait de jouer collectif et donc au développement business collectif. Puis il y a d'autres cadres de travail, comme mon premier cabinet, où j'étais trop bien aussi, hein. C'est super. Hein. On a des tickets restaurants, on a une cantine, on a de l'intéressement, vous êtes en fin de mois et vous avez un relevé qui vous dit que vous avez gagné de temps en plus de... Génial. Et vous avez une forme de sécurité. Ce qu'il faut bien intégrer, c'est que, comme je le disais tout à l'heure, ce métier, il y a des milliers de façons de l'exercer, quand on combine les spécialités, l'endroit où on le fait, le type de droit, et que tout le monde n'est pas un développeur. Certaines personnes sont très heureuses d'être salariées dans une structure, que ce soit d'ailleurs, et c'est là où la proximité entre cette façon d'exercer et l'entreprise est très grande, c'est que vous êtes une force de travail dans quelque chose qui est pyramidal. Dans d'autres structures, des plus petits cabinets très entrepreneuriaux, et bien là, vous êtes une force de travail et de création de valeur, comme on dit en finance, à côté d'autres personnes. Donc si vous voulez, il y a du bon et du mauvais dans les deux systèmes. Et pour moi, la difficulté que j'entends, donc j'ai prêté en 2001, depuis 2001, c'est toujours la même tarte à la crème, c'est que certains cabinets veulent des salariés mais ne payent pas et ne donnent pas ce statut. Ils ne permettent pas aux collaborateurs de développer une clientèle et en même temps ils leur reprochent quand ils doivent être associés de ne pas avoir développé une clientèle. Si vous voulez, c'est un énorme micmac, alors qu'il suffirait selon moi de reconnaître qu'il y a des tonnes de façons d'exercer ce métier et qu'à chaque façon d'exercer ce métier, qui d'ailleurs correspond à des types de clients différents, et ben, il y a un statut qui est le plus adapté à celui-ci. Voilà. Et donc il y a eu, pour finir sur ce cadre-là, pourquoi il y a des problèmes selon moi à Paris, c'est que vous savez très bien qu'il y a eu une arrivée massive des cabinets anglo-saxons sur le marché français, dans les années 80 je crois, 80-90, qui historiquement est lié, si je ne m'abuse, au fait que les clients des cabinets américains ont commencé à devenir globaux dans ces années-là, et les clients américains les ont suivis. Et il y a eu une forme de standardisation des pratiques de marché à ce moment-là, imposée par ces gros cabinets internationaux que je connais, j'étais dans un de ceux-ci, qui consistait à faire du LBO et du M&A, tout le monde de la même façon, dans des standards qui s'apparentent quand même pas mal au droit américain. Mais il ne faut pas oublier que souvent aux États-Unis, les avocats ils sont salariés. Donc ça a augmenté la difficulté, c'est qu'on a pris un métier artisanal, où il y a de l'apprentissage, qui est un métier de notable, où on prend le temps de former quelqu'un. On a mis un modèle hyper business-oriented à l'américaine, et pardon, même si on est très proche des Américains, on est quand même très différent à certains égards, avec un marché hyper concurrentiel, avec un marché porteur où il y avait beaucoup de business à faire. Ensuite, il y a eu la grande époque des LBO, il y a eu l'époque des IPO, l'époque des LBO, où il y avait beaucoup d'argent qui était brassé. Et voilà, et à un moment, pouf, ça explose en 2008, et les cabinets se disent, bah, comment on fait? Quel est le bon statut? Et ouais, mais vous avez créé ce micmac général. Donc pour moi, il faut juste revenir à des choses simples. Vous avez compris mon idée, je vous la redonne. Il y a plein de façons d'exercer ce très très beau métier. Et chacun des acteurs qui exercent de ce type, de cette façon-là, doivent proposer le statut qui va bien pour les personnes qui vont les aider à développer cette façon de faire. Et tout le monde peut être heureux en même temps. Mais il ne faut pas oublier de protéger les petits jeunes, parce que c'est un métier difficile, qui est très stressant. On a plein de cas autour de nous, qui est très dur aussi. L'apprentissage est très long. Donc si on vous dégoûte trop tôt, ça ne vaut pas le coup, en fait, parce que je pense qu'on est tous les trois d'accord pour dire que c'est un très très beau métier. Camille, vous qui travaillez dans une grosse structure, française, pas anglo-saxonne, mais française, quel est votre regard sur le statut de collaborateur aujourd'hui? Non, voilà, il y a des structures françaises, il y a des structures étrangères. Il y a de temps en temps des petites différences culturelles entre elles, mais globalement, ça reste quand même... il y a une assez forte homogénéité. Alors, le regard sur la collaboration, d'abord, les chiffres. Il faut savoir que le salariat décline. Ça a été un peu la mode au début des années 90, et puis ça décline. C'est un modèle qui est en train d'être rejeté progressivement. La collaboration augmente. Il y a 11 000 collaborateurs à Paris. C'est une masse absolument, il y a un consensus de marché extrêmement fort sur cette forme de relation, et nous savons tous d'où elle vient. C'est une réminiscence d'une époque plus ancienne, assez ancienne, dans laquelle le collaborateur apprenait par mimétisme, dans cette espèce de compagnonnage qui était la profession,
par imitation, et je trouve que c'est une des plus belles formes d'apprentissage, la transmission, presque une forme de transmission orale du geste. Le compagnonnage était magnifique, et ensuite, lorsque vous aviez atteint une maturité, et le marché s'y prêtait, le marché le permettait, le statut était suffisamment valorisé pour le permettre, vous vous détachiez progressivement de votre maître de stage, qui avait une vraie vocation de maître de stage, dans un exercice qui était plutôt individuel. Je vous rappelle que jusqu'à la fin des années 60, les avocats ne pouvaient pas s'associer entre eux. L'exercice était ontologiquement individuel. Donc on était là comme une sorte de Jedi avec son padawan. Il y avait le maître, ils arrivent toujours par deux, comme dans le film. Il y a toujours le maître et l'élève, toujours comme ça. Et après, tout ceci a volé en éclats et on est arrivé sur d'autres structures. Alors moi, je suis un peu en désaccord avec toi, mais c'est sémantique, toute mon amitié. C'est pas les avocats salariés qui poussent le papier, qui prennent une pile de dossiers de gauche à droite, et puis les avocats collaborateurs qui sont des entrepreneurs. Il y a un peu de tout partout. Il y a deux modèles, donc il faut choisir, collaborateur ou salarié, et encore une fois, c'est collaborateur. Maintenant, il faut donner tout son sens à la collaboration. Et je voudrais juste faire un parallèle. Si vous regardez dans les autres professions, si vous regardez le rapport que notre société est en train d'entretenir ou de créer avec la notion de travail versus la notion d'emploi, je vous invite à lire tous les travaux qui sont menés actuellement par des sociologues, des chercheurs qui s'intéressent au mode de structuration des entreprises. Le modèle séculaire de la bonne entreprise, à laquelle on se confiait corps et âme pendant 40 ans, et qui nous offrait en garantie la sécurité jusqu'à la retraite, ça a volé en éclats. Il y a 10 ans, la notion de micro-entreprise, d'auto-entrepreneur était presque méprisée. Quand quelqu'un vous disait « je suis auto-entrepreneur », j'ai créé ma micro-entreprise, on pensait que c'était quelqu'un qui était en galère et qui essayait de se donner une contenance en expliquant qu'il était dans un exercice individuel, en transition comme on dit. Aujourd'hui, c'est devenu un modèle à part entière dans des activités qui étaient autrefois des activités menées par des structures extraordinairement importantes. Je ne parle pas des avocats, je parle de nos clients. Donc ça veut dire que si vous regardez un peu le marché, est en train de naître dans notre société, c'est peut-être aussi le fruit de la crise, puisque tous les mythes de l'après-guerre sur la notion d'emploi, sur la notion de travail ont volé en éclats. Pas seulement à cause des crises, mais tout simplement parce qu'il y a eu une forme de trahison du pacte qui existait, qui préexistait dans la relation au travail. Il y a eu une trahison. On a d'abord commencé à taper dans les personnes les moins formées, et puis on a commencé ensuite à dégager les cadres. Et lorsqu'on a commencé à dégager les cadres, tout le mythe s'est effondré. Et aujourd'hui, la micro-entreprise, c'est-à-dire le potentiel individuel, est en train de prendre dans le monde du travail toute sa dimension. Et il n'est pas impossible que demain, celles et ceux d'entre vous qui ne sont pas avocats, ou qui exercent même un autre métier, complètement éloigné du droit, travailleront le lundi matin pour telle entreprise, le mardi après-midi pour telle autre, le mercredi pour une autre, et que vous aurez à travers des plateformes une identité numérique, une sorte de multipolarité. C'est à ça qu'il faut parvenir dans notre profession aussi. C'est-à-dire que vous devez, tout en étant collaborateur, tout en étant loyaux à votre structure, développer votre potentiel personnel. Libre à vous de le saisir, ces opportunités. Peut-être que vous souhaiterez vous mettre dans le track pour devenir associé, pour rejoindre un nombre limité d'élus. Ce sera très difficile. C'est une profession difficile et on va y revenir. Il faut vraiment démystifier un certain nombre de choses. C'est la plus belle de toutes les professions. La plus belle de toutes. Il n'y a même pas de sujet. C'est la plus belle des professions. Mais c'est une profession extraordinairement difficile. Extraordinairement difficile. Donc la collaboration, c'est grandeur et servitude. Comme dit Spider-Man, j'adore le premier Spider-Man de Sam Raimi, aux grands pouvoirs sont associés de grandes responsabilités. Exactement. Donc la collaboration, c'est grandeur et servitude de la profession. C'est à nous de faire de cette espèce de terreau un peu souple le potentiel qui vous permettra demain de vous déployer, de faire autre chose, d'aller, de rentrer dans la profession, de sortir, de vous exprimer différemment, etc. Donc moi j'aime bien la collaboration, parce qu'elle maintient dans votre ADN, ontologiquement chez vous, je ne critique pas le salariat, mais j'aime bien la collaboration parce qu'elle maintient, et c'est à vous de transformer cet essai, pour reprendre des champs sémantiques, exactement, c'est à vous de transformer cet essai, c'est-à-dire de faire de cette collaboration et de profiter de tout ce que cette collaboration peut vous offrir. Et les espaces, je vais être très très cash avec vous, les espaces, c'est à vous d'aller les trouver. Les organisations n'ont pas vocation à vous offrir ces espaces. Les organisations vont essayer de faire de vous de très bons collaborateurs, vous former, et de jouer aussi, et c'est normal, sur votre profitabilité. Parce que ce sont des organisations qui cherchent à être profitables. C'est à vous d'essayer de tenir dans la loyauté, c'est très important, en étant bon camarade, de trouver des espaces. Alors ça vous obligera peut-être à travailler un peu plus,
à travailler à côté, à faire des trucs, à souffrir peut-être un tout petit peu. Mais cet espace, c'est à vous de le trouver. Et la collaboration vous permet de le faire. Et c'est pour ça que la collaboration reste pour moi un modèle absolument essentiel. Parce qu'il vous permet d'être plein de choses en même temps. Et c'est la chance de notre profession. C'est vraiment une chance, je pense, structurellement, la collaboration. On sait quand même que les chiffres de sortie de la profession d'avocat au bout de quelques années sont assez élevés, notamment chez les femmes. Comment on peut expliquer cette fuite de certains avocats quelques années seulement après avoir prêté serment? D'abord parce qu'on ne donne la parole qu'à des hommes. Donc ça va être plus compliqué d'exprimer une position divergente lorsqu'on invite tout le temps que des hommes. Mais c'est pas une critique, hein. C'est ni un reproche, ni un regret. Alors d'abord, c'est pas complètement vrai ce que tu dis. Je vous invite, c'est un des rapports les plus intéressants à lire, de lire le rapport annuel de la CNBF, la Caisse nationale des barreaux français, à ne pas confondre avec le CNB, le Conseil national des barreaux, organe institutionnel qui représente la profession. La CNBF, la Caisse de retraite, établit un rapport annuel qui vient de sortir et qui est de libre parcours, évidemment, sur Internet, et qui donne un certain nombre d'informations qui sont plutôt vivifiantes sur la profession, sur le dynamisme de la profession, les chiffres de la profession, et on parle souvent de la viscosité de la profession. C'est-à-dire on dit, voilà, il y a des gens qui s'en vont. Si vous regardez le tableau de sortie, il figure sur le rapport de la CNBF, dommage, je ne l'ai pas avec moi, mais c'est assez surprenant, c'est assez contre-intuitif. Je vais prendre l'année dans laquelle vous avez un tableau des 25 dernières années du nombre de personnes qui, des promotions de ces années-là, ont quitté la profession en pourcentage. Il y a un mythe d'un très grand nombre de départs de la profession. C'est un peu inexact. J'ai prêté serment en 97. Sur 100 avocats qui ont prêté serment avec moi en 1997, il y en a 89 qui sont encore dans la profession aujourd'hui. C'est important, hein, 89. Plus d'hommes, moins de femmes. Donc il y a un vrai sujet sur la maternité. Il y a un vrai sujet sur l'égalité des chances. Et si on met ça en perspective avec un autre tableau qui est absolument édifiant, scandaleux, vous allez voir qu'entre 40 et 45 ans, la différence de revenus entre un homme et une femme dans la profession atteint 45%. 45%, c'est-à-dire qu'au début, c'est ça, la courbe c'est ça. Hein. La courbe c'est au début les revenus sont absolument identiques, ça s'écarte, ça s'écarte, ça s'écarte, ça s'écarte. 40-45 ans, c'est diamétralement opposé. Et puis évidemment, au fur et à mesure qu'on atteint la fin de sa carrière, il y a une sorte de lissage vers la retraite. Et c'est là que se situe la pathologie de la profession. Parce qu'il ne faut pas confondre les causes et les conséquences. C'est parce que les revenus ne sont pas les mêmes selon le sexe que naturellement les arbitrages qui sont faits dans les familles sur qui va continuer à exercer sa profession versus un autre, notamment au moment de la maternité, notamment au moment où il faut être charge, notamment où il faut s'impliquer dans la vie de la famille, ce rapport et ce débat est complètement biaisé. Parce que par définition, on va sacrifier le salaire le moins important. C'est mathématique, on sacrifie le salaire le moins important. Donc le premier problème, quand on parle des femmes et qu'on parle de leur maintien et des espoirs qui sont les leurs dans la profession, c'est de s'assurer de manière drastique que, à travail égal, le revenu sera le même. Ça, c'est un sujet absolument essentiel et c'est là-dessus qu'il faut qu'on travaille tous collectivement. Moi, je trouve qu'il y a une opportunité derrière tout ça, c'est qu'on est quand même en train de vivre un changement de paradigme assez fort, pas que de la profession d'avocat, sur notre façon de vivre, de communiquer, de travailler, de se déplacer, et que c'est assez porteur en fait. Je vois qu'il y a au moins autant de femmes que d'hommes ici. C'est donc que ça vous intéresse. Et effectivement, le sujet de la maternité, c'en est un, parce que dans un cabinet d'avocats qui historiquement est mal organisé, qui n'est pas organisé comme une entreprise, eh ben, c'est ingérable, parce que surtout quand on n'est que deux, quand il y a un chef et sa super collaboratrice qui fait beaucoup de choses pendant que historiquement le chef va boire des coups. Enfin, c'est un peu ça le schéma. C'est sûr, vous ne pouvez pas partir en congé mat parce que comment je fais moi? Donc en fait il y a des mutations profondes, on en a parlé plein de fois dans la profession, qui pour moi sont hyper porteuses parce qu'une fois que vous avez été formé, je crois qu'on dit la même chose, il faut absolument être formé et bien formé. Ensuite votre entreprise c'est votre cerveau. Donc, qu'est-ce qui empêcherait une femme qui a des enfants de se réserver 2 heures de plaisir intellectuel, de faire du droit pour elle et accessoirement pour gagner des revenus aussi? À nouveau, moi, je suis un homme, je suis pas enceinte, mais il m'arrive parfois
sur mon temps libre, de m'occuper de dossiers parce que ça me fait plaisir. Et quand on est bien formé et quand on choisit bien son domaine d'activité, c'est un vrai loisir en fait, pour autant qu'on a trouvé les bons clients avec lesquels travailler aussi. Donc je trouve que c'est très très porteur et moi je serais d'avis de parier sur ce que sera la profession dans 10 ans. Je pense que beaucoup de gens seront très 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 mobiles à l'échelle de la France, qu'il y aura probablement autant d'hommes que de femmes et je pense que les femmes gagneront au moins autant d'argent que les hommes de leur propre travail parce qu'en matière d'avocat, les femmes sont souvent plus pertinentes, plus fines et la finesse est une... Fayot, il n'a pas entendu. Mais la finesse est vraiment quelque chose de décisif dans ce métier et c'est quand même pas le propre de l'homme. Applaudissements. Très rapidement, je pense que le vrai plafond de verre, il est par contre sur l'association. On se rend compte que pour effectivement une avocate, c'est un peu plus compliqué que pour un avocat. Et là, c'est vrai que autant sur effectivement les différences de revenus, on va pouvoir y travailler. Il y a quand même une vigilance très forte de la part de l'UJA pour débusquer tous les abus de rupture de collaboration liés précisément à une maternité ou la déclaration d'une grossesse. Donc là, je pense que les mœurs aussi de toute façon évoluent. Il y a même dans certains barreaux la création de crèches à côté des tribunaux. Ça aussi, ça contribue à faciliter pour les avocates la maternité. Et en règle générale, là où effectivement ça se complique, c'est précisément sur l'association. Et je pense qu'on a tous à travailler au niveau du barreau et des organes représentatifs de la profession pour voir ce qui bloque et comment on pourrait trouver des moyens de régler cette situation. Très bien, merci à vous. On va passer tout de suite à la seconde partie qui est sur l'exercice de la profession d'avocat. Un sujet qui est assez serpent de mer et qui revient à la charge régulièrement, c'est la question de l'ubérisation de la profession d'avocat et l'émergence des legal tech, comme on dit. Est-ce que selon vous, la profession doit avoir peur de cette nouvelle concurrence ? Je veux bien répondre parce que la création du cabinet dont je suis à la tête, et justement pour répondre à ce problème-là, notre approche, ça va être une réponse, c'est de se dire on ne peut pas tout faire en tant qu'avocat parce que toute entreprise bien organisée ne fait pas tout. Quand vous avez une entreprise bien organisée, vous choisissez quel est votre produit et tout ce qui n'est pas cœur de métier, vous le faites traiter ailleurs. Ce que je veux dire par là, c'est que je me suis livré un petit exercice en fait. Si c'est le dessin que vous ne voyez pas, mais en réalité, autour du cœur de métier qui est le cabinet d'avocat, il y a un certain nombre de choses qui étaient faites avant par ce cabinet et qui devraient, en théorie, si le cabinet était géré comme une vraie entreprise, ne pas être fait par le cabinet. Mais le cabinet devrait faire appel à des prestataires extérieurs. Je vais rentrer là-dedans, mais ce que ça veut dire, si je m'arrête 2 secondes, ça veut dire qu'il est naturel dans le milieu de l'information et sur le marché de l'information et du conseil, qui sont 2 marchés distincts, juste pour un cadre, l'information juridique est totalement libre. C'est-à-dire, du point de vue réglementaire, c'est-à-dire n'importe qui peut faire de l'information juridique. Ce qui est réglementé, c'est le conseil. Le conseil, vous voyez ce que c'est dire à quelqu'un il faut faire ça dans telle situation compte tenu de la situation que tu viens de m'exposer. Ce marché, donc vous avez l'information qui est totalement libre, le conseil c'est un monopole partagé entre les différentes professions réglementées qu'on connaît, les avocats, les experts comptables et d'autres, les notaires. Et après, vous avez des super monopoles, j'appelle ça les super monopoles, qui sont vraiment propres à certaines professions. Vous avez par exemple les notaires qui sont les seuls habilités à faire des ventes immobilières, les avocats qui sont les seuls habilités à plaider, etc., etc. Ce que je veux dire, c'est que dans l'information juridique, évidemment, l'avocat n'est pas le seul acteur à pouvoir fournir de l'information juridique. Et j'irai même plus loin, du point de vue du conseil juridique, l'avocat n'est bien évidemment pas le seul à pouvoir fournir du conseil juridique. Une fois qu'on a dit ça, ça veut dire que le cabinet d'avocat, il doit se concentrer sur un truc et faire que ça. Donc, une marketplace, soit il y en a plein de types différents, il peut y avoir des marketplaces de mise en relation d'avocats avec des clients. Alors souvent, malheureusement, ce sont des avocats qui n'arrivent pas, pour diverses raisons, à se développer eux-mêmes et qui donc se font un peu avoir sur ces marketplaces. Et en face de quoi, on a des clients qui ne savent pas trop comment fonctionne le marché du droit et qui se font parfois avoir ou ne trouvent pas forcément la bonne chaussure à leurs pieds. Il y a aussi des legal tech qui promettent des documents standards, mais en fait, quand vous avez le document standard, c'est pas là quelle est la valeur. La valeur, c'est le conseil, c'est l'accompagnement. Et qu'est-ce qui va se passer ? Derrière, vous allez voir un avocat qui ne sera pas forcément le bon, pas forcément adapté, et ça va vous coûter cher, ou alors vous ne serez pas content, ou les deux. Donc,
si je résume mon point à ce stade de ce que je suis en train de dire, 1, c'est normal qu'il y ait des offres alternatives à l'avocat qui apparaissent, et 2, l'avocat, pour y faire face, il doit se concentrer sur ce qu'il sait faire. Et ça sera déjà très bien. Alors, très vaste débat, effectivement. Je pense qu'en effet, il y a des bonnes legal tech et il y a des legal tech au modèle un peu plus discutable lorsqu'effectivement on arrive à se substituer à la profession d'avocat sans être soi-même avocat, ce qui pose toujours un petit peu problème. On ne citera pas de nom, mais c'est vrai qu'on vient nous dire à l'occasion de certaines procédures engagées justement par des barreaux ou le Conseil national des barreaux directement, que oui, nous ne faisons que mettre en relation un avocat et son client, mais en même temps on fait des mises en demeure automatiques et ça n'est qu'après qu'il y aura un avocat qui pourra intervenir. Bon là, j'ai envie de dire, rien que de faire une mise en demeure, déjà il faut savoir déterminer quel est le fondement juridique et en tout état de cause, quelles sont les formes obligatoires de mise en demeure. Donc c'est sûr que si on n'est pas dans le conseil juridique, je ne sais pas ce que font ces legal tech, et on peut douter en tous les cas non seulement de la légalité du modèle, mais aussi de la pertinence du conseil pour finalement le justiciable, ou en tous les cas l'internaute client. Donc en réalité, je pense qu'il faut prendre ces legal tech non pas comme une contrainte, mais plutôt comme une opportunité à revoir quoi ? Justement le modèle juridique et surtout business des cabinets d'avocats, pour qu'on se présente de manière, on va dire, un peu plus ouverte par rapport à nos clients, qu'on réponde aux besoins du client directement et sans faire des tonnes et des tonnes d'explications juridiques, mais qu'on apporte directement une solution concrète au client. Et c'est là-dessus que je pense qu'on a précisément une opportunité d'autant plus, j'allais dire, ouverte, que de toute façon tout le monde maintenant a accès à l'information juridique, c'est ce qu'on appelle la commoditisation du droit. Légifrance est ouvert à tous. Ce qui compte, c'est ce que tu as très bien dit, c'est justement le conseil personnalisé, la proximité entre son client et l'avocat. Et c'est là-dessus qu'effectivement l'avocat doit non seulement communiquer, être présent sur Internet et les réseaux sociaux et en tirer profit pour faire du business, puisque c'est la grande nouveauté depuis 1 an et demi, c'est qu'on a le droit désormais de faire du démarchage. Donc, allons-y. Et le sujet est un tout petit peu plus vaste, c'est celui de l'arrivée de l'informatique en fait dans nos professions. C'est les legal tech, mais c'est aussi l'IT au sens large. Pour finir ce que j'étais en train de dire tout à l'heure, pour compléter, maintenant vous pouvez avoir des... En fait, autour d'un cabinet d'avocats, il y a quoi ? Il y a un secrétariat, il y a de l'administratif qui recouvre la facturation du client, la question des locaux, la comptabilité du cabinet. Il y a le BizDev, ce qu'on appelle le business, c'est-à-dire des outils du type CRM qui vous permettent de savoir où vous en êtes avec votre clientèle, s'il faut les relancer ou pas. Il y a la communication, il y a la strate du cabinet lui-même. Et sur beaucoup de ces pans, maintenant il existe déjà, alors que c'est que le début, des solutions très efficaces et peu chères, mais vraiment pas chères, qui permettent de traiter ces questions. Il y a des secrétariats, des assistantes que vous avez en application et qui vous prennent les rendez-vous, qui vous résolvent des problèmes incroyables d'agenda. Mais c'est des algos, ça va très vite. Pourquoi s'en priver ? C'est pas cher. Voilà. Donc il y a pas mal, il y a des braconniers du droit, puisqu'on n'a pas dit donc, voilà, les braconniers du droit, il y a des gens qui empiètent sur des secteurs réglementés en dupant les clients. Et ça, là, on est très loin de la mission de service public dont on a parlé tout à l'heure. On est une profession réglementée aussi pour permettre l'accès au droit, pour s'assurer que les gens soient bien conseillés. Ces types-là sont vraiment des braconniers et ils n'ont pas de raison de jouer. En revanche, il y a un certain nombre de prestataires IT qui font du bien au cabinet parce que si on parlait ça boucle un peu les sujets, on parlait de la formation de l'avocat. Idéalement, l'avocat devrait être formé avec une business school, avec de la communication. Il devrait être Superman, en fait. On essaye, ou Superwoman, mais on n'y est pas toujours. Et donc, il faut donner à l'avocat, surtout s'il est indépendant, les outils de sa mobilité, les outils de sa rentabilité, parce que s'il est rentable, c'est pas un gros mot, s'il est rentable, ça veut dire qu'il va pouvoir continuer à travailler et éventuellement créer des emplois. Alors, sur l'ubérisation, moi, évidemment, on est d'accord, hein, les méchants, les galtech, les braconniers, tout ça, c'est pas bien. Mais moi, je suis en fait... l'ubérisation m'angoisse, pas à cause de ce qu'elle incarne, mais c'est à cause de la réaction que notre profession a vis-à-vis de ce phénomène. C'est-à-dire qu'il y a une forme d'aveuglement généralisé, des conservatismes absolument redoutables,
sur l'appréciation de ce qui se cache derrière l'ubérisation. D'abord, quand on veut parler de l'ubérisation de la profession, on parle du périmètre, ça fait très très longtemps qu'on se fait ubériser par les experts comptables. Alors d'abord, il faut arrêter d'attaquer les legal tech, on va commencer par regarder ceux qui ont fait le pont entre les clients et eux sur une partie de l'activité qui n'était historiquement pas la leur, ce sont les experts comptables. Ils sont présents dans les entreprises, dans les PME, dans les TPE, et puisque l'expert comptable est là, il n'a qu'à valider mon contrat de travail, il n'a qu'à revoir le formalisme de mon AG, et puis il n'a qu'à m'aider à constituer la petite filiale de mon activité. Donc ça fait quelques années déjà qu'on s'est bien fait ubériser par les experts comptables, qui sont allés chercher des espaces et de la valeur dans la chaîne de création de valeur des avocats. Ils ont trouvé les espaces, et puis ils s'y sont engouffrés. Ça c'est le premier point. Donc, ne nous trompons pas. Le sujet, article 1. Article 2, l'ubérisation, c'est quoi? C'est le fait de permettre désormais à des clients, parce que c'est quand même au centre de notre préoccupation, c'est notre client, d'accéder à des informations, d'accéder à un savoir, d'accéder à des conseils dans des conditions plus simples, moins coûteuses, des conditions d'accessibilité, de plus grande lisibilité. Il faut qu'on fasse notre autocritique. Nous avons longtemps joué sur notre mystère, sur notre histoire, sur la marque très puissante que constituent les avocats. Quand quelqu'un veut venir vous voir dans un cabinet d'avocats, encore aujourd'hui, il prend rendez-vous, il passe plusieurs barrages, il monte 3 étages dans un immeuble haussmannien, il rentre dans un cabinet, parquet qui grince, magazine, coffee table book, c'est très joli. Ensuite on le reçoit, ça prend 10 jours et il est déjà angoissé parce que la dernière chose dont on va lui parler, c'est le prix. En plus. Donc il ne sait pas où il est. Et il y a un mystère, vous comprenez, c'est comme ça. Ça a changé évidemment, on se déplace chez le client, etc. Mais globalement, la morphologie du rapport à l'avocat reste une morphologie très ancienne, teintée de mystère, etc. L'ubérisation, ça consiste en quoi? Ça consiste à aller offrir des services différemment, à se rendre accessible, à rendre nos services plus lisibles. Et ce qui est paradoxal, parce que là, vous avez entendu plusieurs fois, les avocats que nous sommes, parler de marché. Je vous assure que le fait même qu'on parle de marché présente déjà une forme de modernité par rapport à un débat identique qu'on aurait eu à 3 ans, où des gens vous auraient insulté en disant « Mais comment est-ce que vous osez parler de marché du droit ?» Bien sûr que c'est pas noble. On aime la matière noble, le droit, la profession, la robe, etc. etc. C'est magnifique, il n'y a aucun problème. Sauf qu'aujourd'hui, il y a effectivement des services que les gens attendent de nous. Et peut-être que, et c'est à ça qu'il faut, je pense, essayer de penser. C'est vers ça qu'il faut tendre. Se dire aussi que, de la même manière que dans d'autres professions, les nouvelles formes d'exercice de nos talents ont créé plus de besoins. De la même manière, dans notre profession, le fait d'offrir plus de services, avec une plus grande accessibilité, avec une plus grande proximité, avec peut-être un prix qui est plus lisible, qui est peut-être aussi un peu plus bas, va créer plus de besoins en droit. Et que peut-être plus naturellement, parce que nous sommes une très très belle profession, qui reste encore admirée, c'est vers nous qu'on se tournera pour poser une question. Et on prendra son smartphone, et on appellera un avocat, et on consultera un avocat. Maintenant, j'ai juste une toute petite réserve par rapport à ce qui a été dit, et je ne pense pas qu'on soit encore une fois en désaccord, je ne fais pas des disclaimers à la con, c'est juste que je pense qu'il y a une petite nuance. Il ne faut pas oublier le fait qu'il fait froid dehors, qu'il y a des entreprises et des gens qui n'ont pas d'argent. Et à la fin de la journée, même si des conditions générales d'utilisation d'un site internet, même si des conditions générales de vente, même si une mise en demeure n'est pas exactement aussi polissée, aussi belle que celle qu'un avocat derrière un smartphone dans un site internet digitalisé aurait produit, à un moment, quand on est un jeune chef d'entreprise et qu'on n'a pas d'argent pour pouvoir imposer à un fournisseur ou à un client de vous payer, on va chercher l'information là où elle est. Et parfois, on va préférer dépenser 50 € ou 100 € pour des conditions générales d'utilisation. Et donc, moi, je ne serai jamais le type qui est devant Lidl et qui dit « Mais mesdames et messieurs, pourquoi est-ce que vous n'allez pas à la grande épicerie du bon marché faire des courses ?» Tout simplement parce qu'il y a des gens qui n'ont pas d'autre moyen que d'aller chercher du hard discount parce qu'il faut qu'ils fassent fonctionner leur entreprise. Et donc, il faut quand même avoir un peu à l'esprit le fait que les besoins en droit ont changé de nature et qu'on ne pourra pas toujours survendre notre déontologie, notre éthique, qui sont absolument magnifiques.
notre histoire, et qui aura des besoins un peu immédiats, peut-être un peu ordinaires et rudimentaires, qu'il faudra satisfaire, et nous devons également être disponibles pour le faire. Sinon, on disparaîtra. Il n'y a absolument aucun sujet là-dessus. Notre mort sera magnifique, il y aura des fresques, on mourra un code de déontologie à la main, notre robe à la main, il y aura un radeau de la Méduse, on sera magnifique. Mais on mourra. Il n'y a absolument aucun sujet là-dessus. Donc il faut qu'on repense aussi le rapport que nous avons à ce que nous produisons, à nos clients et aussi à la variété de nos clients. Moi, je ne laisserai plus partir un client vers des experts comptables. C'est terminé. Il faut qu'on le fasse ce soir. C'est un pacte. Ça ne doit plus arriver. Voilà. Et on changera nos tarifs s'il le faut. Ouais, je voulais ajouter 2 choses. La première chose, c'est que l'avocat, il a un monopole, pour l'instant, qui est celui du contentieux. Et qu'il ne faut pas oublier que jusqu'à présent, il y aura... Enfin, en tout cas, je ne vois pas le moment où on arrêtera d'avoir des tribunaux. En tout cas, il y en aura peut-être moins. Mais il y aura toujours des gens qui ne seront pas d'accord et qui demanderont un arbitrage d'un tiers. Alors, historiquement, l'arbitrage, c'est autre chose, mais peut-être que il va y avoir de nouvelles formes de médiation, d'arbitrage, de contentieux, j'en sais rien. Mais en tout cas, l'avocat est très très bien placé pour être présent sur ce marché-là. L'autre point, pour la petite histoire, donc le cabinet que je représente ici, on a décidé de relever le défi, d'aller apporter beaucoup de savoir-faire, mais très très bas sur le marché, très très bas, il n'y a rien de péjoratif, c'est dès la naissance de l'entreprise, avant même la naissance de l'entreprise, lorsque le projet est en germe dans l'esprit de l'entrepreneur. Et on se rend compte que l'entrepreneur, en fait, il a 10, 15 000 euros, voire un peu plus pour lancer un projet, et que souvent, il dépense au moins la moitié dans un site internet ou un logo, ou des choses qui sont peut-être pas si importantes que ça. Donc on fait un énorme travail, là pour le coup, l'analogie avec le médecin est juste, c'est que notre boulot, c'est avec beaucoup de bienveillance et comme on dit, d'échange de knowledge, on essaie d'apprendre aux entrepreneurs en quoi il est important, quels sont les enjeux, en quoi il est important par moment d'avoir la réflexe de consommer un avocat de qualité, parce que les prix, en réalité, tu parlais de 50 €, mais c'est souvent plutôt 500, 600, 700 € pour faire des statuts sur une interface, j'allais dire marketplace, je ne sais même plus comment les appeler à force. Donc finalement, la commodité, c'est le document lui-même. Ce qui est important, c'est l'accompagnement, c'est aussi le fait qu'on soit présent à côté du client pour lui dire ça tu peux y aller, ça c'est pas terrible, ça tu peux pas y aller. Voilà, donc en fait entre le Lidl qui est caricatural et le bon marché qui est caricatural, il y a un panel de, c'est ce que tu disais, il y a des variantes qui sont innombrables et parfois, y compris très tôt, il faut dire au client non, c'est important que tu te défendes, c'est important que tu fasses appel à un avocat. Par contre, dans plein de cas, c'est pas nécessaire. Ou va chercher. Pour finir, une autre analogie, une autre métaphore, c'est vous pouvez adorer rouler en Ferrari et puis finalement trouver qu'une Smart c'est mieux pour la ville. Parfois, il faut savoir acheter malin et adapter. Camille Herry, vous parliez du code de déontologie. Il y a eu beaucoup de questions, notamment ce que vous appelez les braconniers du droit qui vont à l'encontre de tous ces principes. Ouais. Est-ce que selon vous, la déontologie de l'avocat est aujourd'hui une force ou une faiblesse face à ces nouveaux concurrents ? C'est notre force la plus belle, quoi, la plus puissante, c'est notre déontologie. C'est notre éthique, qui est un modèle pour d'autres professions. C'est notre éthique, notre connaissance des problématiques éthiques qui fait de nous aujourd'hui, par exemple, dans un secteur qui est en train de se développer, qui est celui de la conformité internationale, de la compliance, qui est un sujet essentiel, qui est encore assez peu enseigné malheureusement dans les universités. Ça fait de nous de bons connaisseurs de ces sujets. On a des réflexes qui se sont construits à travers 200 ans de pratique de ces sujets. Il y a évidemment le secret professionnel, qui n'est pas là pour nous, mais qui est là pour le citoyen, qui est un bien indivisible, sacré, qui fait en sorte qu'on peut vivre dans une société peut-être plus juste, avec une loyauté judiciaire, avec une parole qu'on peut partager avec un confident. Parce qu'un malade a besoin d'un médecin, un pénitent a besoin d'un prêtre, un justiciable a besoin d'un avocat. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Et donc notre déontologie, évidemment, elle est absolument essentielle. C'est notre identité. Et notre déontologie, elle doit être aussi capable de s'adapter, d'être réinterprétée, pour pouvoir permettre à un certain nombre de projets, d'initiatives, de prospérer. Il y a des sujets relatifs, naturellement, à la réunion de différents talents dans une même structure. La question de l'interprofessionnalité est un sujet. La question du digital est un sujet. Le rapport qu'on entretient avec un client, la distance qu'on doit maintenir avec un client lorsqu'on propose une offre digitale versus peut-être de vieux conservatisme sur le fait qu'il faut absolument avoir une relation directe, individualisée avec le client. Bref, il y a toute une série de réajustements qui ne sont pas si compliqués que ça.
objectivement qui ne sont pas si compliqués. Le matériau est un matériau extrêmement souple, si on y pense, hein, très solide. Il faut juste qu'on ait un tout petit peu d'imagination et qu'on accepte de l'adapter assez rapidement. Donc pour moi, la déontologie reste notre arme la plus précieuse et un outil de compétitivité que beaucoup de gens nous envient d'ailleurs, et dont on devrait se vanter encore plus. Que dire de plus effectivement, tout vient d'être synthétisé de la manière la plus brillante qui soit. En tous les cas, c'est vrai que la déontologie, c'est une valeur ajoutée indéniable en termes, en effet, de garantie de la confidentialité, gestion des conflits d'intérêts, il n'y a aucun doute là-dessus. Et à partir de là, c'est aussi peut-être à l'avocat de mieux communiquer sur cette plus-value et les avantages de la déontologie, ce qui n'est pas toujours évident. De la même manière, quand un avocat travaille, il est aussi assuré, parce que les braconniers du droit, évidemment, ne peuvent être, puisqu'ils ont a priori une activité dont le champ et le périmètre va être difficile à assurer. Finalement, c'est aussi un défi pour nous, avocats, de bien communiquer sur les atouts intrinsèques même à cette profession d'avocat et à le faire savoir aux clients pour qu'ils puissent choisir en connaissance de cause. Un tout petit mot aussi sur la nouveauté, la manière dont l'avocat peut innover, c'est aussi au travers du pro bono. Par exemple, pour certaines startups, de plus en plus de cabinets en fait, font une sorte de sélection des meilleurs dossiers qui lui sont présentés et vont accepter pendant 6 mois, 1 an, d'accompagner cette start-up à titre gracieux en pariant sur le succès de la start-up pour pouvoir ensuite l'accompagner sur une levée de fonds et à ce moment-là peut-être être payé, mais au moins dans un premier temps, voilà, on peut aussi innover son modèle économique sous cet angle-là. Alors ça, j'y crois pas du tout parce que en fait, c'est pas une solution pérenne. C'est-à-dire que le cabinet, en tant qu'organisation, on dit depuis tout à l'heure que pour pouvoir embaucher, le cabinet doit trouver une façon de servir des clients qui perçoivent la valeur de ce qui est fait et gagner de l'argent, parce que sinon on ne peut pas embaucher. Donc là, on est en train de dire que finalement, des clients, pour aspirer de futures bombes, va juste dire c'est bon, c'est pas cher chez nous, mais qu'est-ce qu'on fait après, une fois que le client a créé sa relation avec l'avocat? Première chose. Deuxième chose, en fait, c'est s'il y a de la déontologie, c'est qu'il y a des risques. L'existence de règles, on est dans une démocratie, dans un pays quand même de liberté, si on crée des règles, c'est pour encadrer des comportements qui peuvent être déviants. C'est-à-dire que, et en réalité, ce que ça veut dire, c'est que l'avocat, oui, le conflit d'intérêts, oui, la confidentialité, oui, la délicatesse, la probité, l'humanité, ça c'est des valeurs qu'on doit avoir parce qu'on est au quotidien, des tonnes de fois tous les jours, confronté à des situations complexes. Et finalement, derrière la déontologie, il y a quoi ? C'est la super démonstration de la complexité de ce métier et de ce qui fait qui perdurera, je pense, parce que par moment, l'avocat, c'est le seul ou avec le confrère d'en face, à oser aller se battre et essayer de trouver une solution, finalement, qu'elle soit tranchée par un juge ou qu'elle fasse l'objet amiable et qu'elle fasse l'objet d'un accord. Donc voilà, la confidentialité et les autres règles de déontologie, c'est super et c'est un énorme atout, et oui, il faut le mettre plus en évidence. Mais parce qu'elles ont une raison d'être et ça rend de la noblesse à notre profession, je pense. Merci. Est-ce qu'il y a des questions sur ce sujet de libéralisation de... Allez-y, monsieur. Ça marche ? Oui, on vous entend. Il ne faudrait pas oublier, c'est que, alors c'est peut-être pas valable pour cette assemblée ici, ou la table ronde, c'est que les gens sont cons aussi, naturellement. Parce que si on regarde un peu le phénomène avec Uber, c'est le mot ubérisation, il ne faut pas perdre de vue aussi que les gens étaient fascinés parce qu'on leur offrait une bouteille d'eau quand ils rentraient dans la voiture et que peut-être que ce qu'ils ne prennent pas en compte vis-à-vis des avocats, c'est tout le travail qui est effectué derrière. C'est-à-dire, oui, il y a des gens qui se tournent vers des sites internet pour payer 150 € pour des statuts. Sauf que ils perdent de vue, ils font ça aussi peut-être parce qu'ils veulent gagner quelques sous, parce que c'est difficile pour eux. Puis il y a l'autre catégorie que j'estime qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est les cons. C'est ceux qui pensent qu'on peut être meilleur que les avocats. Je pense que les avocats sont le dernier rempart avant ce qui pourrait se passer pour les médecins, comme disait notre cher ami. Si je fais un faux parallèle, je pense que bientôt on aura aussi des gens qui vont s'improviser médecins. Ils vont se dire, ouais, c'est pas si dur. C'est pas si dur. Ils vont pas dire, ouais, prenez tel médicament ou quoi, mais ils vont pouvoir, oui, au bout de 2 années d'études de médecine, se prétendre médecin. Pas forcément médecin, mais vous savez, dans l'information, etc. Il faut faire attention avec ça. Je pense que les avocats sont le dernier rempart
ce phénomène d'ubérisation. J'apprends le mot legal tech, je l'apprends ce soir, hein, je suis pas en deuxième année de droit, faut pas m'en voir. Je connaissais un petit peu ce phénomène de ce qui se développait sur Internet avec les avocats, etc. Et les entreprises qui tentent d'amener des réponses à certaines questions sans avoir besoin forcément d'un avocat. Merci. Est-ce que vous voulez... Ouais, je veux juste dire un truc. C'est quand même bien de se remettre en cause parfois. Et il est vrai que l'avocat souvent refait, ou fait mal, ou fait de façon pas appropriée. Donc, les legal tech apportent un truc intéressant, c'est qu'il y a quand même un certain nombre de prestations qui peuvent être standardisées et qui permettent quoi? De se concentrer sur ce qui compte vraiment. C'est vachement important. C'est-à-dire qu'il y a des trucs, jusqu'à présent, dans la prestation d'avocat, et encore beaucoup, qui sont mélangés, mais qui ont des valeurs très différentes. Donc, si l'avocat est responsable et essaye de ne pas être trop con, pour reprendre ton expression, il va essayer de s'organiser, de faire en sorte que ça coûte le moins cher possible à son client. Et là, il sera intelligent, parce que là, évidemment, il aura beaucoup plus de choses à proposer que ce qu'il y a sur une marketplace. Est-ce que quelqu'un d'autre veut réagir à la remarque? Alors, on en a parlé au début. Il y a une question au fond de mes anciens étudiants de Sciences Po. Vous avez dit que la déontologie de l'avocat devait s'adapter aux valeurs de marché, et je pense que l'exemple du démarchage est très bon, quelque chose d'assez récent, 2014, et qui a priori est contre la déontologie de l'avocat. Mais est-ce que finalement, en s'adaptant même un petit peu même à la marge, à la logique de marché, c'est pas finalement l'ontologie de l'avocat, ou en tout cas sa raison d'être, sa déontologie qui va disparaître entièrement, parce que la déontologie, l'essence de la profession d'avocat n'est pas une logique de marché. Donc en y cédant un tout petit peu, est-ce qu'on risque pas de finalement faire basculer? La question est compliquée, mais j'ai l'impression d'avoir entendu que vous disiez que le marché n'est pas un élément fondateur de la réflexion de l'avocat. Enfin, je veux pas reprendre votre... Ouais, d'accord, bon, ok. Le désintéressement, c'est aussi la générosité dans le rôle social de l'avocat. C'est le pro bono, c'est l'aide juridictionnelle. Il faut quand même savoir que historiquement, l'avocat touchait des honoraires de la part d'une partie de ses clients et dédiait une partie aussi de son temps à celles et ceux qui ne pouvaient pas payer ces honoraires. Donc ça, c'était une sorte de partage de son temps. Mais c'était aussi une époque où la crise et la redistribution sociale de la même manière, c'est-à-dire que l'État n'était pas le même État qu'aujourd'hui. Et donc il y avait une forme d'autorégulation qui se faisait à travers certaines professions qui étaient des professions plus heureuses, plus chanceuses que les autres. Donc il y avait une forme de redistribution à travers une forme de mécénat social. Bon, on est quand même loin de ça. Le désintéressement reste une valeur, mais enfin, on reste quand même aussi des professionnels libéraux et nous essayons quand même de vivre de notre métier. Enfin, voilà, moi j'ai pas de fortune personnelle, si j'arrête de travailler, je peux plus vivre. Donc ça c'est un sujet personnel, je dois travailler. Maintenant, sur ce que vous disiez sur le démarchage, moi je vais être très, très, très direct avec vous. L'absence de démarchage crée plus d'inégalités dans la profession. Pourquoi ? Parce qu'il y a celles et ceux qui, à travers des marques extrêmement fortes, souvent depuis l'étranger, souvent à travers des canaux d'influence, arrivaient à réverbérer leur puissance, leur expertise, leur savoir, occupaient des espaces de communication qui étaient des espaces a priori éditoriaux, publiaient des articles, organisaient des blogs, se logeaient dans des think tanks et exprimaient toute la puissance et le savoir de leur cabinet, tandis que les plus jeunes d'entre nous, et je suis suffisamment jeune encore pour avoir vécu cette époque, ne pouvaient absolument pas s'exprimer. Je vais donner un exemple, et je ne veux absolument pas monopoliser. Moi, j'ai quasiment 20 ans de barreau. Il y a 20 ans, lorsque je suis rentré dans cette profession, et même encore il y a 10 ans, si vous vouliez créer de la visibilité sur votre activité, il fallait passer par 3 ou 4 personnes qui étaient les responsables de la rédaction de certains journaux économiques. Si vous arriviez à vous faire interviewer par X, Y, Z, que je ne citerai pas, alors c'était l'épiphanie. Ah, j'ai été cité dans les Échos, ah, j'ai été cité dans Le Monde, etc. J'ai réussi à décrocher une citation dans un magazine économique. Aujourd'hui, chacun d'entre vous, avec quelques euros, objectivement, vous pouvez, de manière intelligente, cohérente, construire une identité numérique, vous projeter dans un marché, toucher des personnes qui vont faire de vous des acteurs économiques de votre profession. Et ça, c'est quelque chose qui est une chance. Et le démarchage, je pense, même si ça peut être toujours un tout petit peu énervant de recevoir des spams, c'était ce soir le premier tour des élections au Bâtonnat, nous sommes
écœuré par le nombre de spams que nous avons reçus. Tu devrais voter pour un tel, moi, etc., etc. Ça fait partie du jeu, c'est comme ça. Il y a un léger sentiment de trop-plein en ce moment, aujourd'hui, ce soir. Mais néanmoins, le démarchage, il a aussi cet avantage de permettre à des acteurs de sortir et d'exister dans des systèmes qui, je vous assure, dans 10 ans, n'existaient pas. Il fallait 10 ans, 15 ans pour construire sa visibilité. Aujourd'hui, en 6 mois, 1 an, vous pouvez le faire, et ça, c'est une chance. Le monde est plus difficile pour les plus jeunes confrères aujourd'hui, il faut le reconnaître. Mais de la même manière, vous bénéficiez aujourd'hui d'outils qui vous permettent de vous projeter et de devenir les égaux de certains de vos concurrents qui ont 10, 15 ans de plus que vous. Et ça, il faut l'assumer, il faut le faire. Il faut le faire. Et je pense que le démarchage, qui est une déréglementation à la marge de notre déontologie, peut permettre de le faire. Voilà, il y a d'autres sujets de progression. Mais celui-là, pour moi, est plutôt un progrès. Voilà. Et un micro-exemple aux États-Unis, vous avez vu les espèces d'énormes panneaux dauphins où on voit des pubs pour les avocats. Il y a aussi un cas qui est assez connu, tout ça est permis, un cas qui est assez connu, qui est que les avocats venaient au chevet des mourants dans les hôpitaux en leur proposant d'attaquer l'hôpital. C'est juste pas possible en France. Donc on est encore très très loin des extrêmes. Et donc je suis hyper d'accord avec ce que tu as dit. On est quand même bien surveillé. Et c'est rassurant, parce que c'est aussi une façon de surveiller notre existence même en tant qu'avocat, et jugé par nos clients, parce que le marché n'est pas si grand que ça, et il est facile de détruire une réputation si on n'est pas intègre. Et on a quelques exemples en tête. Voilà, donc c'est plutôt rassurant comme propos. C'est vrai qu'il faut se poser la question, mais je pense qu'on est encore bien lotis en France. Juste pour ajouter que justement notre déontologie pose les garde-fous pour éviter toute dérive, notamment le démarchage en fait est de la sollicitation personnalisée qu'il faut faire soi-même, on ne peut pas le faire par l'intermédiaire d'un tiers. Puis derrière, en plus, il y a des obligations en termes de transparence sur les prix et convention d'honoraires. C'est de l'information ciblée. Merci. On va s'arrêter là. On va remercier nos intervenants de ce soir. C'est déjà fini.